Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous voici déjà à la 5e de nos séquences consacrées à notre romancier wallon, belge, familier et favori, Armel Job. Bonjour Armel Job. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va peut-être s'approcher davantage de votre travail. Vous avez dit dans une des séquences au début que non, un artiste, un romancier, ce n'est pas quelqu'un qui se met à sa machine à écrire ou à son ordinateur, j'imagine. Et puis voilà, les idées défilent, et puis les phrases s'alignent, et puis voilà, en un minimum de temps, le roman est bouclé. Quelqu'un a écrit que être artiste, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Est-ce que vous adhérez? Est-ce que vous nuancez? Non, j'adhère totalement à cette idée, bien sûr. C'est un travailleur, l'écrivain? Ah oui, tout à fait, oui. Je pense que tous les auteurs sont des gens qui travaillent beaucoup. En tout cas, moi, j'en connais pas qui auraient les facilités que vous avez évoquées tout à l'heure. Sauf des faiseurs, peut-être. Oui, enfin, j'en sais rien, mais je pense que la plupart des auteurs, en tout cas les auteurs que je connais, sont des gens qui travaillent énormément. J'ai entendu il y a quelque temps à la radio une interview de Georges Perec qui expliquait comment il travaillait, mais c'est un véritable forçat. C'est un homme qui travaillait 8-9 heures par jour et qui s'astreignait à ce genre de travail. Moi, je pense que c'est le cas à peu près de tous les auteurs. Il faut se donner des règles. Moi, si j'attendais l'instant béni où tout à coup j'ai l'inspiration, je crois que je ne travaillerai pas très souvent. Donc je travaille aussi dans le cadre de contraintes que je me donne, bien sûr. Vous travaillez plusieurs heures par jour, comme ça? Ah bah oui, quand même. Oui, bien sûr, oui. Vous dites ça comme une évidence, mais je pense que la représentation qu'on se fait d'un écrivain, ce n'est pas nécessairement celle-là. Hein. Non, moi je travaille certainement, quand je suis chez moi, que j'ai la possibilité de travailler, de faire mon travail d'écriture, moi je travaille certainement 4 heures le matin et encore 2 heures dans le reste de la journée. Donc il faut quand même s'appliquer, quoi. Et donc, vous estimez possible, comme certains, nous ne donnerons pas de nom, hein, que tout le monde se rassure, il est possible d'écrire 3 livres par an? Bah, oui, peut-être, mais en s'appliquant beaucoup. Mais pourquoi pas? Je ne suis pas certain que tout le monde ait le même rythme de production. Enfin, on a évoqué dans une autre émission le cas de Simenon, mais c'est vrai que Simenon écrivait quand même très rapidement. Mais je pense aussi qu'il travaillait aussi énormément et que ça lui demandait un effort considérable. On raconte qu'il devait disposer de 3 ou 4 chemises en coton pour sa journée d'écriture parce qu'il transpirait énormément. Donc je crois que c'est un travail un peu athlétique. Mais l'idée que l'auteur ou n'importe quel autre type d'artiste bénéficie comme ça d'une espèce de grâce particulière, une espèce de rayon magique qui descend des cieux, qui le transperce et qui le met en état de transe pour retrouver quelque chose à certains moments privilégiés. Je pense que c'est une idée tout à fait mythique, tout à fait romantique. Je crois je ne sais pas, je ne suis pas musicien, mais j'imagine qu'un musicien, c'est aussi quelqu'un qui passe des heures sur son instrument. Il n'a pas le complexe du clavier blanc. Hein. Non. Il ne baille pas au cornet en attendant de trouver quelque chose. Il utilise son clavier, il va peut-être travailler 2-3 heures avant que tout à coup une petite mélodie lui apparaisse, peut-être un peu par hasard, mais elle résulte du travail. Et moi, c'est une chose que j'ai souvent constatée, c'est en travaillant que les idées viennent. Si je ne travaille pas, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui sort de mon esprit. Mais une fois que je me mets au travail, la production de quelques phrases m'entraîne tout à coup vers autre chose, et c'est par l'effort que je mets à écrire que je trouve quelque chose. D'accord. Alors c'est quand même un peu paradoxal parce qu'aujourd'hui, notamment chez les jeunes, on entend beaucoup d'enseignants et même de directeurs ou anciens directeurs se plaindre de ce que finalement les jeunes réagissent un peu au mot travail comme Gaston Lagaffe quand il entendait ce même mot, il se mettait à éternuer. Il était absolument allergique. Or,
en même temps, on est dans une société qui propose, notamment aux jeunes, mais pas seulement, parce que beaucoup d'adultes sont pris là-dedans aussi, de véritables héros qui peuvent être des artistes, un écrivain, mais aussi un danseur. Vous avez parlé d'un musicien. Je songe à des émissions comme The Voice, même Le meilleur pâtissier, Les Diables Rouges, voilà, pour prendre des choses qui sont communes à notre culture et qui demandent, pour arriver à un tel niveau, un travail de forçat. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe de laisser entendre finalement aux jeunes que, dans le fond, s'ils peuvent, ils peuvent claquer des doigts et devenir célèbres, alors que derrière, toute œuvre réussie, vous en êtes l'incarnation, il y a un travail qui est considérable et qu'on ne doit plus voir au moment où on lit le livre, parce que vos livres sont tout sauf laborieux. On ne sent plus du tout ce travail, de la même façon que lorsqu'un footballeur marque un but élégant, on n'imagine pas ce qu'il y a derrière. Oui, évidemment, dans la mesure où votre activité est une activité qui correspond à ce que vous aimez faire, à votre passion, vous pouvez lui consentir beaucoup d'efforts. Finalement, moi je dis, je n'aime pas les vacances, pourquoi je préfère travailler? Parce que pour moi le vrai plaisir de la vie, c'est justement de faire mon travail. Peut-être qu'il y a là quelque chose qui mériterait aussi réflexion quand vous parlez des jeunes. Moi, je ne pense pas que les jeunes soient allergiques au travail, mais peut-être qu'ils sont plus exigeants en matière de sens qu'ils veulent donner à leur travail. J'ai le souvenir, quand j'étais à l'université ici à Liège, qu'on nous faisait étudier les bibliographies, par exemple. Il fallait étudier, mettons, 25 titres. Et il y avait une question, comme ça, avant d'entrer à l'examen, sur un livre qu'on n'avait jamais vu, dont on ne savait rien, mais voilà, il fallait savoir le titre, l'éditeur, l'année d'édition. Et donc, on absorbait ça comme, voilà, c'était la règle du jeu, il fallait bien le faire. Je ne sais pas si ça se pratique encore aujourd'hui, j'imagine que non. Sous d'autres formes, oui. Ou peut-être sous une autre forme plus intelligente. Je crois que c'est quand même très important de donner un sens au travail. Et ça, c'est quelque chose qui doit être au centre de la pédagogie. Il faut que, dans la mesure, me semble-t-il, où un jeune perçoit le sens de ce qu'il va faire, il consentira les efforts pour le faire. Et bien sûr, le travail des professeurs à ce niveau-là est extrêmement important. Parce que spontanément, un étudiant n'aime pas tout de suite, en ligne directe, la matière remplie de difficultés qu'il va devoir absorber. Mais s'il y a un professeur qui joue le rôle de médiateur pour se présenter à l'étudiant comme la personne qui, elle, possède cette matière et qui est heureuse de posséder cette matière, il y a là un phénomène de médiation, je crois, qui peut amener les jeunes à étudier des choses parfois très arides. Moi, j'étais professeur de grec. Le grec, c'était pas toujours c'est pas toujours très facile. Voilà, c'est une langue très différente de la nôtre, etc. Mais j'ai souvent constaté que des élèves qui pouvaient être absolument nuls dans toutes les branches, tout à coup se prenaient de passion pour cette matière, pas pour le bonheur d'étudier les temps primitifs grecs, mais parce que par l'intermédiaire du professeur qui avait montré, qui avait mis en situation la civilisation grecque ou que sais-je. Tout à coup, on trouvait que même les choses les plus arides de la matière enseignée pouvaient être intéressantes parce que par là, on rejoint dans sa passion quelqu'un qui tente de nous la communiquer. Moi, je suis un grand adepte de la philosophie de René Girard qui dit que le désir ne va pas de A vers B, mais qu'il va de A vers B en passant par un C qui est le médiateur. C'est le principe même de la publicité. Hein. Pourquoi est-ce que nous achetons tel produit? Parce que nous voyons l'image de la jeune femme charmante qui, elle, adore ce produit. Et donc, ce n'est pas tellement le produit qu'on veut, mais c'est rejoindre la personne qui l'utilise déjà.
à cette différence entre la publicité et vous, c'est que vous mettez des médiateurs qui sont vraiment, ce sont des humains, ce sont des personnages humains qui nous ressemblent, donc qui sont simples, et jamais un système. Oui. Parce que dans le fond, par exemple, aujourd'hui, dans la pédagogie, on évoque beaucoup des méthodes, comme si utiliser une méthode nouvelle, venue d'ailleurs, etc., permettait de résoudre cette équation jamais résolue, selon laquelle, effectivement, un jeune n'est pas spontanément attiré par ce qu'on va lui enseigner. Est-ce qu'on peut se passer de cette humanité à laquelle vous êtes tellement attaché et dont on a l'impression parfois aujourd'hui qu'elle est quand même un peu en passe d'être remplacée par une espèce de technologie, y compris dans des domaines comme la médecine ou l'éducation? Oui. Si je réfléchis au domaine qui m'a intéressé pendant toute ma vie, c'est-à-dire la pédagogie, j'ai été professeur, j'ai été directeur, moi je pense que l'élément humain, c'est l'élément capital de l'enseignement. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'on a parfois l'impression qu'on l'a un petit peu mis de côté, au profit de techniques, au profit de théories pédagogiques. Quand on lit, c'est parfois assez sidérant, des livres sur la motivation, on a une série de recettes prétendument capables de motiver l'élève, dans lesquelles il n'est jamais question du professeur. Et on a vécu dans les années passées, les dernières décennies, on a vécu dans l'enseignement une période dans laquelle, me semble-t-il, on a essayé de minimiser l'importance du professeur. On se méfiait un peu du professeur. Le professeur risque d'être un gourou comme ça. Il faut quand même pas qu'il interfère avec la suprême liberté du jeune qui doit se faire ses propres idées, voilà. Et donc le mot de maître qu'on utilisait autrefois pour désigner les professeurs est devenu presque un mot interdit dans l'enseignement. Il fallait que l'enseignant devienne une sorte de coach. Il est à côté de l'élève, oui, comme l'entraîneur, mais c'est l'élève athlète qui fait le boulot avec le coach qui lui dit « vas-y, vas-y ». Moi, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit la bonne formule pour motiver les jeunes et pour les inciter à trouver le goût de l'enseignement. Moi, je crois qu'ils ont besoin d'un modèle. Ils ont besoin de quelqu'un en face d'eux. N'oublions pas qu'on a affaire à des adolescents qui cherchent à se former une personnalité et c'est, me semble-t-il, extrêmement préjudiciable de faire croire aux professeurs qu'ils n'ont pas à se poser comme modèle. Qu'ils le veuillent ou non, ils sont sur l'estrade et ils sont des modèles. Et les jeunes ont besoin de modèles. Bien sûr, il ne faut pas que le modèle abuse de sa position, mais il est là tout de même pour montrer la direction dans laquelle on doit aller. Et je suis convaincu, d'ailleurs tous nous en avons fait l'expérience. Pourquoi est-ce que j'aimais les mathématiques ? Les mathématiques, c'est quand même un peu aride, hein, quelquefois. Mais j'aimais les mathématiques parce que j'avais un bon prof, on va-t-on dire. Parce que mon professeur, monsieur un tel ou madame une telle, oh, alors là, il était génial. Et donc, j'ai aimé les mathématiques à cause grâce plutôt à mon professeur. Je crois que ça reste essentiel et que toutes les autres démarches en matière de didactique dans l'enseignement, toutes ces méthodes sont accessoires. Ce qui est essentiel et qui doit rester essentiel, c'est évidemment la position du professeur, la personnalité du professeur. Et je l'ai dit, je vais souvent dans les écoles et je me réjouis de voir très souvent combien des professeurs peuvent encore avoir une relation privilégiée avec leurs élèves. Et ces professeurs-là feraient manger du chardon à des ânes. Eh bien voilà, une superbe formule qui clôturera notre 5e entretien et qui nous donnera le goût, j'espère, de nous retrouver pour la 6e et dernière séquence qui sera, elle, tout entière, alors consacrée précisément à ce regard que vous pouvez poser sur le monde dans lequel vous, moi, tout le monde, nous vivons. Merci Armelle Job et puis merci à vous qui nous avez rejoints, qui nous avez accompagnés. Rendez-vous bientôt pour la 6e séquence.